Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. Donc on est particulièrement content d'accueillir les éditions Attila pour la 3e fois. Pour la petite histoire, on est très sentimentaux chez Caribe. Attila, c'est l'un des 2 premiers éditeurs en fait, donc qui est venu faire des rencontres avec nous chez Caribe. Le premier c'était Asphalt à l'ouverture, et puis juste après avec Jacques Abeille c'était Attila. Donc il y a une valeur sentimentale forte. On est particulièrement content parce que Attila, c'est un des éditeurs qu'on adore. Enfin, vous vous en doutez. Je pense que ça se voit un peu dans les rayons et sur les tables. Et donc, à chaque fois que on essaye de suivre le plus en amont qu'on peut, ce que fait Attila. Et c'est vrai que là, il y a eu une conjonction où, en plus, il y avait un salon de l'autre livre où on commençait à parler d'un livre qui allait s'appeler, ou qui s'appelait peut-être déjà Si photo noircie. Et puis il y a eu un coup de cœur assez rapide, mais c'est une lectrice particulièrement fidèle de notre librairie, Marianne en fait, qui elle a su sans doute le mieux formaliser ce coup de cœur et le faire partager bien au-delà de Caribe. Donc c'est Marianne qui va parler en fait de Jonathan, alors Wable ou Vable? Wable. Wable. Mon père est là, alors il faut faire attention. Wable, de Jonathan Wable et de Si photo noircie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureuse de vous parler de ma rencontre avec Si photo noircie, parce que je trouve que la rencontre avec un texte qu'on aime a toujours quelque chose de miraculeux. Et justement, cette rencontre avec Si photo noircie a démarré avec le hasard miraculeux d'une rencontre. Donc, comme le disait Hugues, c'était fin 2012 au Salon des éditeurs indépendants. Et là, j'ai rencontré Frédéric Martin des éditions Attila, qui est là, et il m'a proposé, comme on discutait de tous les auteurs merveilleux que publie Attila, il m'a proposé de lire le manuscrit de Si photo noircie. Donc il me l'a envoyé, et dès le lendemain, j'ai commencé à le lire, et là, j'ai vraiment eu l'impression de pénétrer dans une caverne extraordinaire, un ensemble de mondes fantastique et étrange, et une caverne dont on ne peut pas sortir tant qu'on n'en a pas fait le tour. Donc les 2 protagonistes de Si photo noircie sont 2 savants, 2 savants qui sont un biologiste et un médecin, 2 esprits rationnels qui sont vraiment passionnés d'exploration et de savoir. Ils ont des noms aux consonances italiennes, attention à la prononciation, Valente Pacciatore et Tirenzio Perocchiosa. Mais en fait, ce sont 2 apatrides d'origine allemande et suisse. Et alors, leurs vies sont mal connues. Et comme leur vie, tout le roman, tout le livre va être enveloppé de ces voiles de mystère. D'ailleurs, le livre démarre par cette phrase. On connaît très peu de choses des vies on ne sait pas grand-chose, des vies de Valente Pacciatore et Tirenzio Perocchiosa. Donc dès cette première phrase, on comprend très clairement qu'avec ce livre, il va falloir faire fonctionner notre imagination. Alors ces 2 hommes, dont l'histoire nous est racontée vraiment bien des années plus tard, ont consacré leur vie à l'étude de ce qui est appelé dans le livre les zones les plus obscures de la nature humaine et animale. Dans quel but font-ils cela? Est-ce qu'on va le savoir? C'est pas sûr. Ils font donc des quêtes, on peut même dire des enquêtes, parce qu'ils sont comme 2 détectives qui cherchent à résoudre des énigmes étranges. Et ces quêtes les emmènent dans les endroits les plus divers et les plus reculés de la planète, dans une période qu'on peut situer au tournant du XXe siècle, quelque part sans doute entre 1880 et 1920. Alors tous les 2, ce sont des scientifiques et ils abordent justement ces enquêtes avec une approche très très scientifique. Ils font des recherches, ils se documentent de façon très très poussée au cours de ces enquêtes pour lesquelles ils prennent vraiment tous les risques pour leur santé et même parfois pour leur vie. Et alors, il y a l'un d'eux, Valente, pour garder une trace de tout ce qu'il découvre, prend toujours 6 photos de ses découvertes, uniquement 6. Pourquoi 6 photos? Est-ce que c'est une contrainte technique de son appareil? Là encore, on n'en est pas sûr. Si photo noircie, c'est un livre qui a la forme d'un roman nouvelle. Il y a 20 chapitres qui se déroulent, 20 histoires qui se déroulent dans des lieux autour du monde. Alors, il y a certains lieux qu'on reconnaît très facilement, Lisbonne, Manaus, Lomé, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus mystérieux.
Valente et Tirenzio se rendent dans ces lieux à cause des phénomènes bizarres qui s'y déroulent. Donc c'est des meurtres en série, des disparitions, des rumeurs. Et là, on est confronté à des histoires de chimères, des histoires de créatures étranges, l'histoire d'une cape enchantée, l'histoire d'un conservateur de musée réducteur de tête, d'un ver géant qui dévore les femmes de l'intérieur, vraiment à des histoires légendaires qui sont innommables ou poétiques et qui nous rappellent la bête du Gévaudan, le chien des Baskerville. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que à travers chacune de ces histoires et de ces mondes qui se développent à chaque chapitre, on est emporté dans un univers totalement nouveau. Et je l'ai lu et relu, et si on me demandait laquelle de ces 20 histoires je préfère, j'aurais énormément de mal à répondre, parce qu'elles sont toutes fascinantes, et qu'elles font toucher de près le plaisir étrange que peut procurer le fantastique ou même l'horreur. Alors Jonathan n'a pas encore 30 ans, pourtant il a une écriture d'une maîtrise impressionnante, tout en restant très très sobre. Et puis son univers donne vraiment l'impression qu'il a vécu dans cette époque absolument incroyable et fascinante de la fin du 19e siècle. On a l'impression qu'il a côtoyé Darwin, Mary Shelley, Jules Verne, même Kafka, qu'il a connu la mode de la taxidermie et des chimères embaumées de la fin du 19e siècle. Et surtout, il a un talent de conteur absolument merveilleux. Quand j'ai refermé ce livre, que j'avais lu d'une traite évidemment, j'ai fermé les yeux, et là je me suis vue emmenée par un Jonathan Wable, sous les traits de Borges, que évidemment je l'avais pas encore rencontré, pour explorer toutes les histoires qui sont contenues dans les grands tableaux de Jérôme Bosch. Voilà, donc c'est une merveille, et je compte bien que vous repartiez tous avec 6 photos noircies ce soir. Je vais peut-être prendre la parole juste une petite seconde pour remercier Marianne, parce que le désir qu'elle porte en elle et cette manière de s'emparer d'un texte qui n'existe pas encore, puisqu'il n'était pas publié, hein, il était même très très loin d'être publié, puisqu'il n'était même pas maquetté. Elle a reçu un fichier Word, et la générosité avec laquelle elle a donné d'elle-même dans la lecture de ce livre, c'est sans doute le cadeau le plus précieux qu'elle pouvait nous faire. Et par la suite d'ailleurs, on a même utilisé le courrier qu'elle nous a adressé après cette lecture si rapide du texte pour l'envoyer aux libraires, aux journalistes. Et il y avait tellement d'émotion et tellement de sincérité dans son travail, puisque c'est un travail de découvrir un texte et de se mesurer à lui. Et pour ma part, je suis convaincu que ce qui est en train d'arriver avec ce livre et tous ses lecteurs, parce que le livre est sorti depuis une semaine et de manière étonnante, il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de le lire, sont partie de cette lettre que nous a adressée Marianne. Donc merci Marianne. Merci. Donc, on a prévu de vous lire quelques extraits. Des extraits assez brefs, alors qui sont, comme le disait Marianne, hein, à la fois il y a une très forte homogénéité, on n'est pas surpris hein, entre les nouvelles, mais elles sont en même temps d'une énorme variété, donc en choisir 3 en fait parmi les 20, c'était un gros défi, donc voilà, donc, on est très loin d'épuiser hein, la magie du livre avec ces extraits, mais qui peuvent donner une bonne idée quand même de la façon dont la magie opère, quoi. Squallowwood. Valente Pacciatore était assis depuis presque 1 heure dans la taverne de la Tête Noire, l'une des plus vieilles d'Ottawa, Ontario. La queue de castor qu'il avait commandée marinait dans le sirop d'érable. Il n'y touchait pas, elle restait posée, intacte, sur un coin de table. En 4 mois, il avait constitué un dossier complet, mais il était maintenant dans une impasse. L'étude des archives de la région lui avait permis de lister 57 disparitions inexpliquées durant les 3 dernières années. Les plus récentes s'étaient produites pendant son séjour. L'une à Bruceville le 6 novembre, un vieil homme encore en bonne santé. Une autre à Hawkesbury, 42 jours plus tard, une énorme femme d'une 40aine d'années. La dernière aux alentours du 17 janvier à Huntsville, un jeune homme de 25 ans. Sa seule piste était celle d'un trappeur qu'il avait rencontré dans un bar à Toronto. Caché dans un arbre, cet homme avait, semblait-il, aperçu une ombre un soir de grand froid. Elle traversait lentement la forêt, une faux à la main.
Penché sur ses notes, Valente dessina les arbres, l'ombre et sa faux, et l'obscurité tout autour qui les engloutissait. Il regarda par la fenêtre le ciel de janvier de plus en plus bas et gris. La pièce s'assombrissait, il alluma les bougies. Il déplia une nouvelle fois la carte de la région sur la table. Les disparitions avaient eu lieu dans des villes différentes, qu'il engloba toutes dans un grand cercle tracé à l'encre noire. À l'intérieur, il en restait 5 où il ne s'était encore rien passé. Il posa son index sur chacune d'elles, lut leur nom à voix basse et en choisit une au hasard vers l'est. Le soir même, il se mit en route pour Monkland. Là-bas, il passa ses journées à dormir et ses nuits à errer discrètement dans les rues. Il longeait les murs, bien blotti dans son énorme manteau de fourrure, serrant contre lui un sac en bandoulière qui contenait de quoi écrire, son appareil photographique chargé d'une pellicule de 6 photos et des vivres en 4 tracks. Il avait attaché dans son dos des raquettes, la neige encore très épaisse recouvrait tout. Il emportait aussi une cagoule qui lui permettait de disparaître dans la nuit. Le froid était vif et il s'arrêtait souvent pendant ses patrouilles. Il soufflait alors dans ses mains, buvait une bonne gorgée d'une liqueur forte du pays et repartait. Il aimait entendre le crissement de la neige quand elle s'écrasait ainsi sous ses pas. Autour de lui, tout demeurait calme et désert. Une nuit où la lune était presque pleine, il vit une ombre immense projetée sur le sol blanc. Il enfila sa cagoule et recula dans l'obscurité. Un homme massif passa. Valente l'entendait chantonner doucement, et quelques secondes après, un écureuil, une faux à la main. Peste noire, la mort en personne. L'animal n'était pas plus grand que la paume du malheureux bûcheron. Il marchait sur ses pattes arrière, ses pas minuscules faisaient comme des petites piqûres dans la neige épaisse. Valente les suivit silencieusement, l'appareil photographique bien en main, des flocons de neige commençaient à tomber. Lorsqu'ils arrivèrent à la lisière de la ville, l'écureuil lança un gland sur sa victime. L'homme s'arrêta. À peine eut-il le temps de se retourner que l'écureuil tendit son immense faux et trancha l'air au-dessus des têtes. Il y eut un bruit horrible, comme un fouet qui claque. Un frisson parcourut Valente. L'homme ne chantait plus. Son corps s'affaissait sans bruit, tandis que sa tête s'enfonçait lentement dans la neige. Non, on a fait exprès de ne pas vous lire les nouvelles entières. Hein. Oui. Donc une autre, qui s'appelle Durmitor. Les arbres étaient nus, et la neige immaculée recouvrait le sol jusqu'aux rives du lac. Tirenzio Perocciosa s'agenouilla au bord. L'eau était noire et opaque, et sa surface si calme qu'elle semblait presque polie. Son visage lui apparut considérablement vieilli, avec ses yeux gonflés, cernés de bleu et cette épaisse barbe poivre et sel qui envahissait de plus en plus sa figure, sans compter ses bandages qui recouvraient toujours son front et qui n'avaient d'ailleurs pas changé depuis des jours. Même son uniforme, vert sapin bordé d'un fin passepoil rouge, s'avérait sale et troué. Il plongea subitement une main dans l'eau, froissa son image, c'est très fatigué, et ramena sur sa figure un peu de cette substance glacée. Il regarda encore l'onde s'éloigner et son visage réapparaître, inchangé. Le lac stagnait, éternel, au fond du cratère d'un volcan éteint. Il ramassa son fusil, les quelques branches qu'il avait pu dénicher sous cette fine couche de neige, et repartit vers son campement. Il devait s'accrocher au tronc des arbres éparpillés pour s'aider à remonter les versants escarpés de la rive, qui s'était installé à mi-chemin du sommet, dans un coin presque sec, au pied d'un immense rocher. Il frotta de longues minutes les morceaux de bois humides avant qu'une étincelle jaillisse, puis regarda les flammes flotter dans l'air. Il s'endormit, le visage simplement posé contre la pierre froide. Le moindre son troublait son sommeil. Il sursauta plusieurs fois, changea de position. Il se réveilla tout à fait en entendant des branches craquer près du lac. De petits nuages de buée sortaient alors de sa bouche à chaque respiration. Le feu s'était une fois de plus éteint. Quelques minutes plus tard, des branches craquèrent à nouveau. Cette fois, il rampa sur le rocher, ses jumelles en main. Malgré quelques traces de pas dans la neige, les rives étaient désertes. Il aperçut enfin un lapin blanc cavaler entre les arbres. Son pelage se confondait avec le sol enneigé et il disparaissait à chaque fois qu'il s'arrêtait. Tirenzio s'apprêtait à regagner son camp lorsqu'une autre bête jaillit soudain de derrière un arbre. Il avait peine à le croire tant cette créature était insolite. Si la tête et les jambes pouvaient être assimilées à celles d'un loup, le torse, le sexe et les bras, complètement glabres, étaient par contre sans doute possibles ceux d'un homme. Elle tenait dans ses mains un bâton qu'elle leva le plus haut possible au-dessus de sa tête, avant de le faire retomber violemment sur le sol.
Elle donna ainsi plusieurs coups hargneux que le lapin évita sans peine. Les jambes flageolantes, la bête tomba finalement en arrière, ses fesses nues dans la neige et son gibier déjà loin. Elle eut toutes les peines du monde à se relever. Elle fit encore quelques pas appuyée sur son bâton, puis disparut entre les arbres aussi brusquement qu'elle était apparue. Tirenzio resta pantois. Il balaya une dernière fois les berges du lac sans trouver aucune autre trace de cette apparition. Il se laissa ensuite glisser contre le rocher jusqu'à son camp. À peine avait-il posé un pied à terre qu'une ombre surgit derrière lui et le plaqua contre le sol. La bête était sur lui, l'écume aux lèvres, ouvrant doucement, à quelques centimètres à peine de son visage, sa gueule pleine de dents acérées. Le temps sembla tout d'un coup se ralentir, si bien qu'il mit une éternité à se rendre compte qu'elle ne le dévorait pas. Au contraire, ses babines grimaçantes remuaient, et au lieu d'un grognement, c'est un doux murmure qu'il entendit. Une voix presque humaine, un tantinet fluette. Il ne reconnut pas instantanément les sons informes qui étaient prononcés jusqu'à ce que peu à peu, alors que l'autre répétait obstinément et de plus en plus lentement les mêmes syllabes, des mots surgissent dans son esprit et qu'il comprenne à rebours. « Vous êtes médecin ?» Donc un extrait d'une troisième qui s'appelle « Lomé ». La peau était encore chaude. L'homme avait beau être mort depuis près d'1 heure déjà, son corps, étendu nu sur la paillasse, était toujours aussi brûlant. Tirenzio Perochiosa était assis en tailleur juste à côté, les bras ballants, interdit. Il approchait parfois la paume de sa main à quelques millimètres de l'épiderme, sans jamais aller jusqu'à la toucher complètement. Il n'osait plus. Il sentait l'humidité bouillante qui s'exhalait des pores et nimbait le corps d'un linceul transparent. Il remarquait à présent de petites mouchetures blanches sur la peau noire, dans le cou d'abord, derrière les oreilles, mais aussi autour des yeux et sur le bout des doigts. Elles s'étendaient presque à vue d'œil. Il posa pour la énième fois son stéthoscope sur la poitrine de longues minutes. Le cœur pouvait-il battre si faiblement qu'on puisse ne plus l'entendre, se demandait-il, mais il savait bien que non. Il avait pourtant prononcé de nombreux décès depuis qu'il travaillait dans ce minuscule dispensaire, sans jamais avoir constaté de phénomène comme celui-là, de cette ampleur-là. Il ne voyait aucune explication, cet homme était cliniquement mort. Tirenzio ne pouvait pourtant pas tout à fait se résoudre à l'abandonner. Il demeurait à côté du corps, comme figé, si bien qu'on aurait su dire, à les voir ainsi immobiles, lequel des deux était encore vivant. Il avait fermé les yeux, il voyait à travers ses paupières la lumière décliner dans la pièce. Sa respiration était de plus en plus lente, et sans s'en rendre compte, il restait même parfois en apnée durant plusieurs secondes, la fatigue projetant en lui un flot d'images qui l'emportait doucement. Le bourdonnement d'une mouche à son oreille le tira de sa rêverie. La nuit était tombée depuis longtemps déjà. Le corps, pourtant si près de lui, était maintenant enveloppé d'une ombre épaisse. Il hésita un instant avant d'allumer les lumières. Peut-être valait-il mieux laisser simplement cet homme en paix et ne pas savoir l'état dans lequel il était désormais. Peut-être avait-il un peu peur aussi. À vrai dire, il aimait cet instant incertain. Il approcha la flamme de sa lampe le plus lentement possible. Le corps s'était métamorphosé. Des filaments blancs, fins comme de la soie, avaient poussé sur toute la surface de la peau. Ce cocon délicat le recouvrait de la tête aux pieds. La peau qu'il distinguait au travers était presque complètement dépigmentée, même si le noir d'origine la marbrait encore par endroits. Il aurait presque pu croire qu'il s'agissait d'une vieille statue antique prise dans les toiles d'araignée. Le bois de la fenêtre craquait sous les bourrasques. Après cette longue semaine de canicule insoutenable, le ciel avait enfin l'air de se charger d'orage. Tirenzio ne voyait à travers les carreaux que le reflet flou de son visage orangé qui se diluait dans celui des rayonnages de la bibliothèque derrière lui. Il appuya son front contre la vitre et posa ses 2 mains autour de ses tempes. Même ainsi, la nuit était si noire qu'il avait peine à discerner quoi que ce soit, si ce n'étaient les silhouettes incertaines des palmiers. Le vent soufflait si fort qu'il semblait se plier jusqu'à ce que leurs feuilles touchent le sol. Sa peau moite laissa sur le carreau la trace légère de son front, de son nez et de la ligne de ses mains. De toutes les pièces de la maison, la bibliothèque était celle qu'il préférait. Il suivait le rayonnage du bout des doigts, choisissait un livre au hasard, le feuilletait. Parfois, les quelques phrases qu'il avait saisies à la volée aiguisaient son désir, et il emportait l'ouvrage jusqu'à son fauteuil. D'autres fois, il le reposait,
en le laissant légèrement dépasser du rayonnage. Ce soir-là, il hésita longuement avant d'en attraper un. Il tira finalement un épais volume d'une étagère poussiéreuse près de laquelle il ne furetait jamais. Il souffla la poussière de la tranche de tête et passa sa main sur le cuir de la couverture. Quand il l'ouvrit à la page gardée par le signet, un papier tomba par terre avant qu'il n'ait le temps de le rattraper. Il trouvait souvent des documents oubliés au milieu des pages de ses livres. Il s'agissait cette fois d'une enveloppe décachetée. Elle contenait une lettre manuscrite longue de plusieurs feuillets, dont il eut toutes les peines à déchiffrer l'écriture brouillonne et pâteuse. Et que vous pourrez lire dans... Merci. On fait une petite pause. Voilà, on peut faire une petite pause et puis ensuite, je pense qu'on pourra poser toutes les questions qu'on souhaite à Jonathan et aux éditeurs.